Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici dans nos locaux et surtout en présentiel. Voilà, ça fait plaisir de revoir tout le monde, les uns et les autres. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Laporte, je suis directrice générale de la SEM depuis, allez, on va le dire, 18 ans. Et je vais bientôt tirer ma révérence et laisser la place aux jeunes que vous verrez donc tout à l'heure, à mon équipe. Donc aujourd'hui, c'est une matinale BIM. C'est un sujet effectivement qui nous tient à cœur, vous allez le voir avec tout ce qui a été fait. D'où vient notre engouement pour cette nouvelle façon de travailler? C'est qu'après quelques années d'expérience, je me suis vraiment posé la question de comment construire plus qualitatif et plus pérenne. Et de là, se dire, mais comment on fait le côté qualitatif, j'avais vécu moi un passé un peu industriel où la qualité prônait, et j'étais dans les services qualité, et j'ai rien retrouvé ou très peu retrouvé de choses dans le domaine du bâtiment sur cet aspect qualitatif. Et puis en discutant avec les uns et les autres, puisque je faisais partie d'un groupe d'architectes et de maîtres d'ouvrage, en posant la question aux architectes, mais comment peut-on faire? On a bien discuté et puis cherchant un peu à droite à gauche, j'ai entendu parler un jour du BIM. Qu'est-ce que c'est que le BIM? Bon, tout ça va vous être expliqué. Moi, je donne une terminologie qui est Building Information Management, évidemment. Vous allez voir qu'il y a d'autres définitions du BIM. Et que la construction, pour moi, ça passe par un maître d'ouvrage, évidemment, une décision de maître d'ouvrage, une créativité d'architecte et un savoir-faire d'entreprise. Et il fallait donc travailler ensemble pour aboutir à ce souhait que j'avais de qualité et de pérennité. Mais en 2014, on démarre une première consultation sur le bâtiment Elnat, qui est le petit bâtiment blanc que vous voyez au bout, en demandant une maquette BIM. Voilà. Donc ça a été la première expérience, et je vous avoue qu'on a vraiment travaillé et évolué en marchant, parce que là c'était vraiment une première pour tout le monde, pour le maître d'ouvrage, pour l'architecte, etc. Le bâtiment a été livré en 2016 avec donc des maquettes partielles. Et toute cette réflexion, moi, je l'ai poursuivie et continuée, en particulier avec Frédéric Dain, qui est là à côté et qui est un architecte assez visionnaire et innovant dans sa façon d'élaborer des bâtiments. Et ensemble, alors, il se trouve qu'en fait, l'État a décidé en 2014. Voilà, le ministère donc, du Logement lance le 24 juin 2014 une mission sur le numérique appliqué aux bâtiments. Et il mandate Bertrand Delcambre pour élaborer le plan de transition numérique dans le bâtiment. Son rapport est rendu le 2 décembre 2014. Et en juin 2015, on fait venir, dans le cadre de l'AMO, on fait venir Bertrand Delcambre avec Frédéric autour des architectes et des maîtres d'ouvrage et des bureaux d'études pour sensibiliser un peu à cette nouvelle thématique. Voilà. Donc 2016, on poursuit une extension du bâtiment en face, 3000 m², toujours en réclamant donc la maquette à l'issue. Et là, il se trouvait que c'était une extension d'un bâtiment existant. Donc on en a profité, on s'est posé la question, on s'est dit, mais certes, les nouveaux bâtiments en BIM, bon, c'est facile, enfin en tout cas on peut y aller. Que fait-on du patrimoine de la SEM existant? Et dans le cadre de cette extension, on a demandé à l'architecte de reprendre, puisque c'était le même architecte qui avait fait la première partie, de reprendre l'ensemble et de nous faire une maquette numérique sur l'ensemble. Voilà. Derrière nous était l'idée de gestion de patrimoine, puisque la SEM, comme vous le savez, est propriétaire de ces terrains, de ces bâtiments. On en assure donc la construction, on en assure la gestion et l'entretien et la maintenance. Donc pour nous, c'était important on avait des outils, mais assez parcellaires pour gérer tout ça. Et c'était important d'avoir une vision globale sur l'ensemble, sachant qu'on allait poursuivre notre développement. Voilà, donc dans un premier temps, on a travaillé beaucoup avec des cabinets, on allait au BIM World, on rencontrait des tas d'entreprises qui travaillaient sur les sujets, mais c'était très partiel. On a travaillé avec 2 ou 3 cabinets conseils qui ne nous ont pas donné satisfaction parce que chacun a voyé un petit bout du chemin à parcourir. Les formations étaient quasi inexistantes. Les écoles d'architecture avaient certaines du mal à se mettre aussi sur les rails, à utiliser les logiciels que vous connaissez, soit Revit, soit Allplan. Et en discutant un peu de ce problème de formation avec le CESI, ils ont compris la nécessité et ils ont monté un master. Un master, donc, en gros, chef de projet. Alors, l'appellation exacte, je ne l'ai plus, mais c'est pas grave. En gros, c'est chef de projet et manager BIM.
Donc ce master a été mis en place et j'ai eu la chance d'assister à la soutenance de thèse de ce master. Et au cours de ce master, il est un élève, on va dire, puisqu'à l'époque il était élève, Mohamed, un élève a vraiment décrit ce dont je rêvais. C'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé, il fait toute sa thèse sur la maintenance, sur le BIM, au travers de la maintenance et de l'entretien des bâtiments. Voilà. Bon, inutile de vous dire qu'à la sortie de sa thèse, je l'ai attrapé, puis je lui ai dit, tu viens travailler demain à la SEM. Voilà, bon, il m'a répondu non dans 2 mois, mais depuis de février 2016, c'est ça 18, pardon, je me trompe dans les dates. Depuis janvier 2018, Mohamed travaille avec nous, avec cette mission d'appliquer sa thèse à la SEM. En réalité, voilà, maintenant tu as bien étudié, tu l'appliques. Bon, Mohamed a fait un travail absolument remarquable. Il va vous le présenter, c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Ça n'a pas été simple, mais c'est lui-même qui a pensé, élaboré, choisi, inventé les schémas fonctionnels, qui les a réalisés. Et il a fallu écrire la stratégie, faire le choix des partenaires, convaincre, entraîner tous les collaborateurs dans ce pari-là, que la digitalisation du patrimoine allait améliorer le travail de tous. Parce qu'en fait, c'est pas une personne qui décide de digitaliser, c'est un global. Et autant en interne sur la SEM qu'à l'extérieur, il faut vraiment que ce soit hyper collaboratif dès le démarrage et que tout le monde... C'est un changement de culture et un changement de façon de travailler. Voilà. Mais tout ça a bien fonctionné et j'en suis heureuse. En tout cas, avant mon départ, je laisse une SEM digitalisée. Voilà, ça sera parfait. Et je vous laisse donc découvrir tous les résultats avec la matinale qui va suivre. J'appelle quand même Frédéric qu'il vous parle 2 minutes de sa réflexion de digitalisation des bâtiments avec une vision architecte. Je voulais donner celle de maîtrise d'ouvrage. Merci à tous. Oui, Isabelle, vous avez compris, on a partagé pendant les 7-8 dernières années beaucoup d'idées, de temps, notamment au travers de l'AMO. Je me rappelle toujours effectivement du voyage à Paris, rencontrer Bertrand Delcambre, qui avait un bureau d'une 15aine de mètres carrés, des cartons, et il avait juste la lettre de Sylvia Pinel sur son bureau. Et il nous expliquait qu'il avait la mission de développer tout le projet numérique français. Alors, Isabelle a dit qu'elle s'en allait. C'est vrai que je voudrais lui rendre hommage parce que s'il y a des maîtres d'ouvrage dans l'assistance, je pense que c'est ultra important que les maîtrises d'ouvrage comprennent l'intérêt du BIM et le portent au travers des entreprises avec autant de passion, de méthode et également de moyens qui sont des moyens matériels, mais surtout des moyens humains. On a fait, nous, le même pari chez Obo, simultanément avec la SEM, parce qu'il n'y avait pas de concertation entre nous, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. En 2013, moi j'ai arrêté l'agence au mois de mai, pendant un mois de mai où il y avait beaucoup de ponts, et on a basculé en un mois du AutoCAD à Revit, pour faire simple, et on a décidé de tout arrêter, de tout recommencer. On a fait une espèce de shutdown, on a coupé les systèmes et on les a réallumés un mois après. Ça a été extrêmement laborieux, mais c'était basé sur 2 convictions, et je pense qu'on partage avec Isabelle cette question des convictions, que le BIM est une approche absolument nécessaire au bâtiment, notamment dans les années qui vont venir. Cette conviction, elle était née en fait d'une rencontre pas Thales, je parlais de Thales tout à l'heure avec monsieur l'élu de Pessac, mais chez Dassault, où en fait Dassault nous avait expliqué qu'ils avaient conçu le Falcon, je crois que c'était le 6X, entièrement en maquette numérique. Cet avion avait volé numériquement avant jamais aucun prototype et que le premier avion avait été fabriqué directement pour un client. Et on s'est dit, mais si on pouvait avoir cette approche des bâtiments, c'est-à-dire cette qualité prospective du BIM, cette anticipation, cette simulation, c'est-à-dire quasiment de construire nos bâtiments numériquement, et ensuite de décider de les fabriquer. Alors, on avait aussi relié ça beaucoup à la question, on a une conviction chez Obo, c'est qu'il faut industrialiser beaucoup plus qu'il n'est aujourd'hui le bâtiment. Et donc, l'industrialisation demande un processus finalement de préparation très, très poussé avant la décision de mise en fabrication. Aujourd'hui, le monde du bâtiment français
improvise trop sur chantier, fait trop la synthèse au fil de l'eau. On n'est plus au Moyen-Âge. Il faut être capable aujourd'hui de construire nos bâtiments pratiquement en avant et de les projeter sur les chantiers comme des lieux d'assemblage. C'est-à-dire que les chantiers ne doivent plus être des usines à ciel ouvert de fabrication, mais au contraire des ateliers de montage à ciel ouvert. Et si on pouvait anticiper encore plus en usine. Donc il y avait cette promesse de l'anticipation que nous a apporté le BIM. Et la deuxième promesse importante, et celle-là, elle nous rapproche beaucoup de nos clients, c'est l'intermédiation que permet le BIM. C'est-à-dire cette capacité qu'on a en fait à rendre accessible le travail de création, de conception à l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans un processus projet. Et en fait, s'il ne vous a pas échappé qu'il y a de plus en plus d'intervenants, il y a de plus en plus de validation, il y a de plus en plus de collaboration sur les projets. Et le BIM permet cette intermédiation. Donc en fait, ces deux promesses de l'anticipation et de l'intermédiation, je pense qu'on les a tenues. Et aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire d'avoir pris cette décision. Et sur un plan strictement économique, je voudrais aussi dire que pour mes confrères, j'en ai vu, il y en a quelques-uns dans la salle, s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, que le BIM est un pari gagnant aussi économiquement. Que pour les entreprises, il faut comprendre aussi que ça n'est pas au départ, c'est un investissement, mais il y a beaucoup économiquement à gagner également. Ce n'est pas qu'une affaire d'investissement à perdre. Donc je voulais saluer Isabelle, la remercier de sa confiance, c'est énorme. Et l'AMO était la preuve que j'espère que l'AMO va continuer ce travail de réunir maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, parce que ce couple-là, sans celui-là, il n'y a pas de projet. Merci. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Alexandre Laurent, je suis rédacteur en chef de Place Eco. C'est moi qui ai le plaisir d'animer cette matinée. On a écrit une petite intro sur le côté très futuriste du BIM, mais en fait, on se rend bien compte avec l'introduction que vous avez fait tous les deux que c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, que ce n'est donc pas un sujet d'avenir, mais des technologies qu'il faut étudier dès maintenant. Alors cette matinée débutera par une table ronde de 45 minutes qui s'intéressera à l'intégration de la démarche BIM en phase des travaux. Donc on profitera d'un retour d'expérience particulièrement riche sur la digitalisation du bâtiment. Je précise au passage que cette table ronde se termine par un moment de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, gardez-les. On fera passer un micro et vous pourrez interroger directement les intervenants. On fera ensuite une petite pause et la deuxième partie de la matinée sera un temps fort consacré à la numérisation du parc immobilier pour la gestion, exploitation, maintenance. Mais sans plus attendre, on va démarrer donc la table ronde avec un retour d'expérience sur le projet Ampéris. Et je vais appeler nos 4 intervenants, en commençant par Damien Loubarès de la SEM Route des Lasers, Jérôme Bolotra de Obo Digital, Émilie Botella de Obo et Mohamed Denoun de la SEM Route des Lasers. Alors, est-ce que peut-être pour démarrer, vous pouvez vous présenter chacun votre tour en quelques mots ? Bien sûr, bonjour à tous, bonjour Alexandre. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, je suis Damien Loubarès, je suis directeur du pôle projet au sein de la SEM Route des Lasers et donc j'assure le rôle de maître d'ouvrage pour l'opération cœur de zone d'Ampéris. Donc, bonjour à tous, je suis Émilie Botella, je suis architecte chef de projet BIM chez Obo et je fais le suivi de chantier du projet Ampéris. Bonjour à tous, Jérôme Bolotra, associé Obo et également BIM manager du projet Ampéris via la SRL dont j'ai la gérance qui est Obo Digital. Bonjour à tous, Mohamed Denoun, chef de projet à la SEM Route des Lasers, responsable du BIM, la data et les systèmes d'information. Super. Merci à tous. Alors avant de démarrer la table ronde et donc d'avoir vos retours d'expérience sur le projet Ampéris, je souhaiterais qu'on s'entende sur la définition exacte de ce qu'est le BIM. On a compris que ce n'était pas un sujet évident. On trouve beaucoup de littérature sur le sujet. Mohamed, est-ce que vous pouvez nous éclairer en quelques mots ? Oui, en quelques mots, déjà le BIM c'est 3 lettres, c'est un acronyme pour le Building Information Modeling ou le Management ou le Model, c'est aussi 3. En français, c'est la numérisation des informations du bâtiment ou de la construction, parce que le building en anglais peut avoir les deux sens. Pour ne pas passer des heures et des heures à parler du BIM qui vous passionne tous et que vous connaissez déjà, je vous invite à découvrir notre vision du BIM pour la conception et la réalisation chez la SEM Route des Lasers. On vous a préparé une petite vidéo sur le sujet.
De la conception à la réalisation, le BIM, un atout majeur. Dans une démarche projet, la réussite dépend de la collaboration entre les différents intervenants. La complexité de la communication multiplie les échanges, les fichiers reproduits et donc les données ressaisies par chaque participant. Dans une démarche collaborative BIM structurée, le BIM Manager, comme un chef d'orchestre, permet au projet de gagner en lisibilité et en qualité. Il organise les échanges sur une plateforme collaborative grâce à des protocoles qui permettent aux intervenants de parler le même langage lié au modèle numérique BIM. Les différents collaborateurs de la conception travaillent désormais conjointement et construisent le bâtiment virtuellement en 3 dimensions. Les données du bâtiment renseignées par les architectes et les ingénieurs s'imbriquent dans la maquette et permettent aux intervenants d'exploiter ces données pour les études et simulations d'ingénierie, de budget et l'automatisation des contrôles techniques. Les commentaires et échanges se font autour de la maquette numérique. La maîtrise d'ouvrage suit la conception de son bâtiment et la valide en amont. Dans un modèle BIM, chaque objet comporte des informations qui lui sont propres. Ces données constituent une base de données exploitable par différents outils sur l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage qui commence en conception pour continuer pendant la phase réalisation, exploitation et rénovation. En s'appuyant sur le modèle numérique BIM, il est plus facile de simuler l'installation du chantier, le suivi de sa réalisation et anticiper ses problèmes avant l'installation. Grâce à la visualisation 3D et la manipulation des données, les problèmes sont détectés automatiquement et les acteurs peuvent tester différentes configurations pour trouver la solution la plus adéquate. Cette solution est ensuite mise à jour sur le modèle numérique BIM qui permettra, grâce à l'utilisation de la réalité augmentée, de faciliter sa réalisation in situ. Une fois la tâche effectuée, les rapports de contrôle et de validation sont mis à jour dans la maquette pour permettre le suivi du planning ainsi que le contrôle des coûts et de la qualité. Super, alors merci. On y voit plus clair sur le sujet. On va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet avec le projet Ampéris. Et je me tourne vers vous, Damien. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous présenter un peu le site dont on parle et son histoire, qui est très particulière? Bien sûr. Donc, tout a commencé en 2017, où la SEM a racheté l'ancien site de Pessac-Bersol, occupé par le groupe Thales. L'objectif premier était de créer un nouveau parc d'activités au sein du patrimoine de la SEM pour y accueillir des entreprises issues des filières des nouvelles technologies. Le but principal, c'était effectivement de revitaliser le site de 11 hectares pour pouvoir créer de nouveaux emplois suite au départ de Thales. Donc l'année suivante, en 2018, nous avions engagé la démolition, réalisé la démolition, curage et désamiantage de quasiment la totalité des bâtiments pour en conserver que les bâtiments les plus récents et ceux dont la réhabilitation nous paraissait la plus aisée. Le fait d'une part de maintenir les enveloppes des bâtiments et de recycler massivement tous les matériaux issus des démolitions nous ont permis aussi au passage de réduire considérablement l'empreinte environnementale de notre projet. En parallèle, nous avons commencé à travailler sur la réhabilitation du premier bâtiment pour pouvoir y accueillir l'entreprise Serma Énergie, que nous avons inaugurée en 2019, qui aujourd'hui abrite un centre d'essai de batteries électriques. C'est à cette époque, donc en 2019, que nous avions inauguré le parc, que nous avions nommé le parc Ampéris, et que nous avons accueilli donc notre première entreprise sur notre parc. Dans le même temps, il faut savoir que pour pouvoir donner une nouvelle vie sur ces 11 hectares, on a passé une consultation et on a retenu via appel d'offres le groupement d'architectes dont Obo Architecture est mandataire, un groupement de maîtrise d'œuvre, pour pouvoir nous aider à transformer urbanistiquement le site. Et dans les pièces de la consultation, il était très important de désigner au maximum et surtout de mettre en avant notre volonté de s'insérer dans une démarche BIM depuis la conception globale du projet. Pour ce faire, nous avions surtout besoin d'une maquette initiale et donc un relevé des existants à réaliser qui devait être le plus fiable possible pour pouvoir constituer le socle de tout travail que devait réaliser le concepteur maître d'œuvre. Et c'est ce que nous avons fait en amont de la consultation.
D'accord. Mohamed, ça veut dire que cette démarche BIM, elle a été initiée avant même de choisir les partenaires du projet? Tout à fait. En effet, au fait, c'est le site Ampéris s'insère dans une démarche globale patrimoniale qui va rejoindre les parcs existants de la SML Route des Lasers. Donc il était essentiel de définir notre besoin dès le départ, bien le décrire sous forme de document de consultation. En phase amont du projet, on a pensé le projet et ses besoins en termes de données et de modélisation. Et c'est pour ça au fait qu'on a rédigé des cahiers des charges, des chartes de modélisation, un guide DOE numérique et également ce qu'il faut pour gérer la donnée et notre besoin en données. Une fois ces documents étaient communiqués à la maîtrise d'œuvre, ça leur permettait justement de respecter nos besoins, de travailler dans ce sens-là. Et en annexe des documents de consultation, tout ce qui est cahier des charges et documents BIM, il y a eu également la fourniture d'une maquette numérique de 11 hectares. Cette maquette numérique, elle a servi de socle pour la maîtrise d'œuvre pour proposer un projet. Comme vous pouvez voir, un simple relevé par scanner laser et drone ont permis la modélisation du site tel qu'il est, son état des lieux, et permettre à l'équipe de la maîtrise d'œuvre de proposer un projet à réaliser. Ce projet ici, vous voyez une maquette technique, mais derrière, c'est à partir de cette maquette qu'on arrive à avoir des vues qui nous aident à choisir, à prendre des décisions. D'ailleurs, cette maquette site, elle a un rôle également à jouer qui dépasse un peu le BIM, c'est une continuité de BIM. On va parler du CIM, le City Information Modeling. En gros, c'est du BIM à l'échelle du quartier. On ne pense plus chaque bâtiment séparément, mais on pense l'intégration de chaque bâtiment dans le site. Les bâtiments vont interagir entre eux, ils partagent des espaces extérieurs. Et également, Obo travaille sur B0 Canopé K2 sur Ampéris, dont 3 bâtiments sont en cours de chantier, mais on a plein de projets qui sont parallèles, qui se passent parallèlement sur le site. Cette maquette, justement, permet de passer le développement de la partie nord à Legendre, le groupe Legendre Immobilier, qui a missionné Urbain et S2E pour justement faire cette conception architecturale du nord du site. Et grâce à la maquette numérique, on voit très bien comment leur projet peut s'intégrer dans la démarche globale site pensé par la SML Route des Lasers. Cette maquette SIM nous permettra également, dans le futur, de pouvoir coordonner l'ensemble des projets sur le site Ampéris. D'accord. Donc beaucoup d'interactions. Je me tourne vers Jérôme et Émilie. Du côté de la maîtrise d'œuvre, comment est-ce qu'on s'organise pour travailler sur un tel projet? Alors, comment on s'organise? Dès le début de la phase de conception, on a commencé les échanges avec des audits de chacun des bureaux d'études qui constituent l'équipe de maîtrise d'œuvre, des audits sur la maturité BIM et les méthodologies de travail qui étaient déjà existantes, afin de pouvoir après orienter au mieux les différents processus qui allaient naître. Au final, il en résulte une maturité BIM assez hétérogène dans l'ensemble, ce qui n'est pas nouveau, c'est souvent le cas dans la majorité de nos projets. Ensuite, cela n'est pas un réel problème. Un exemple très simple, le cas du paysagiste, par exemple. Le paysagiste travaille essentiellement en 2D, fait quelques modélisations 3D très très simplifiées pour quelques propositions aux clients, et donc sans aucun échange BIM du tout. Donc il a fallu mettre en place une méthodologie de travail, des échanges les plus simples possibles, afin de pouvoir l'intégrer dans la démarche BIM que le client souhaitait. Il en résulte que le bureau d'études VRD et le paysagiste ont travaillé en collaboration assez étroite sur le sujet. Le paysagiste a pu modéliser certains éléments 3D de manière très très simplifiée, afin de pouvoir permettre au bureau d'études VRD, par exemple, de les intégrer dans sa maquette infrastructure réseau. Et le but a été qu'on a pu utiliser toutes ces informations-là pour assurer une pré-synthèse de conception de qualité, avec au final toutes les disciplines métiers qui étaient intégrées dans la maquette de conception. Donc ça, c'est un exemple qui a été mis en place. C'était assez simple quand on le raconte. En revanche, ça a été délicat quand même à mettre en place concrètement. Un autre sujet important, en fait, c'est la place de la data, la donnée qui sont implémentées dans chaque modèle numérique et qui forment une part la plus importante. Le BIM, il y a la modélisation, mais il y a vraiment la data. Donc c'est vraiment une part très importante. Et d'autant plus que
le cahier des charges BIM de la maîtrise d'ouvrage ainsi que tous les besoins techniques dont ils avaient besoin étaient quand même très bien fournis, très exigeants dans son ensemble. Et le fait de demander aussi à toute une équipe de maîtrise d'œuvre et ensuite par la suite au chantier de renseigner toutes ces données était pour certains nouveau dans l'ensemble et apparu même, c'était même déroutant au démarrage parce qu'il a fallu expliquer le comment du pourquoi, la pertinence réelle de ces données. Donc, et surtout la méthode de mise en place, comment on va renseigner. Il y avait toute une liste de données à renseigner et les bureaux d'études se posaient la question, mais comment on va pouvoir y parvenir? Donc nous avons réfléchi à des méthodes les plus simples possibles, les moins onéreuses et voire même gratuites pour certaines, pour réussir à y arriver. Au final, ça s'est vraiment très très bien passé. C'est même au fil de l'eau devenu une routine quotidienne pour certains d'entre nous de renseigner la data pour enrichir le modèle et ça a permis à chacun de se rendre compte qu'on met la donnée pour maîtriser au mieux son projet, son propre projet, parce qu'on le comprend mieux, parce qu'on se pose nous-mêmes nos propres questions, mais aussi pour fluidifier les échanges avec les autres. Parce que le fait de pouvoir partager un modèle enrichi en données donne vraiment la possibilité aux autres disciplines métiers de comprendre, de comprendre ce que l'autre intervenant a voulu faire pour pouvoir nous-mêmes, en fin de compte, adapter nos études. Cette montée en compétences de chacun, au final, a été une vraie réussite durant cette phase de conception qui se poursuit encore en exécution, encore en phase chantier les entreprises. Et cette réussite est vraiment liée aussi à l'accompagnement que nous avons pu mettre en place avec l'appui de la maîtrise d'ouvrage pour relever vraiment ce défi en fait. C'était un défi pour tous et au final ça a montré que c'était pleinement accessible avec de la volonté et pas mal de rigueur dont on va pouvoir échanger par la suite. Un point fort quand même que je voudrais aussi souligner qui n'est pas une obligation mais c'est vraiment une vraie aide quand même, c'est quand il y a une compétence BIM en interne dans une maîtrise d'ouvrage, ça permet d'aller vraiment à l'essentiel, d'avoir une vision stratégique clairement définie et on gagne du temps sur ce sujet-là parce qu'on parle le même langage et il y a un processus d'apprentissage de formation en fin de compte qui est déjà acté. Donc on gagne vraiment du temps et on va à l'essentiel. D'accord. Une meilleure communication, une meilleure compréhension. Exactement, oui. Émilie, vous voulez compléter? C'est ça, et justement, pour s'organiser, particulièrement dans un contexte sanitaire avec des confinements à répétition, il était essentiel de maintenir la coordination entre les équipes de maîtrise d'œuvre, mais aussi avec la maîtrise d'ouvrage. Donc pour cela, nous avons centralisé tous les échanges par des fichiers BCF. Les BCF, ce sont des post-it numériques, des commentaires qui sont annotés directement dans les maquettes de chacun. Ceci, entre autres, a permis d'éviter un bon nombre d'échanges par mail. Tous ces fichiers BCF, ils étaient centralisés sur une plateforme accessible à tous. Notamment, nous avons utilisé Croquis, qui est une plateforme très simple et qui, à l'époque, était encore gratuite. En tout cas, cette méthode de travail, elle a permis d'anticiper et de couvrir un grand nombre de problèmes en amont, en conception, et de confronter directement le projet architectural à toutes les demandes des lots techniques. D'accord. Donc on comprend bien, en tout cas, il y a le travail de préparation, de communication, d'échange et de mise à niveau un peu de tous les intervenants qui est très très important. Avec ce cas pratique qui a été le parc Ampéris, j'ai envie de peut-être savoir quelles ont été justement peut-être les principales difficultés, les principaux écueils dans la mise en route du projet, et puis évidemment comprendre comment est-ce que vous les avez surmontés, et peut-être pour compléter, savoir ce que vous avez appris ou quels bénéfices vous avez tirés de cette démarche. Alors déjà, pour commencer, je voudrais dire que le fait d'avoir été vraiment très très terre à terre au démarrage du projet et d'avoir adapté le choix des logiciels et des solutions mis en place pour la coloration BIM du projet en fonction de l'évolution et de la montée en compétences progressive de chacun nous a permis de gagner vraiment en fluidité sur tous les échanges et aussi un certain gain financier. On n'a pas sorti l'artillerie lourde dès le démarrage. C'était ridicule de faire ça. On a vraiment mis en place des solutions étape par étape. Et au fur et à mesure où chacun d'entre nous montait en compétences, le processus apprentissage-acquisition était fait. On proposait une autre solution pour monter en gamme, en fait, en termes de productivité et d'échange. Et ça a vraiment été... ça, c'est un point très, très capital à garder. Ensuite, vous parliez, Alexandre, des gains. Il y a beaucoup de gains. J'aurais envie de vraiment parler principalement aussi. Il y a moins de ressaisie. En démarche BIM, il y a vraiment un caractère où
on refait moins les choses. Faire et refaire, il y en a qui disent c'est un métier, c'est toujours du travail. Je dis oui, mais c'est pénible pour tout le monde. C'est très chronophage. Le fait d'avoir moins de ressaisie est très très puissant au final dans l'acte de concevoir et après par la suite de construire. Ça permet aussi d'avoir une meilleure vision globale du projet. Donc on a une maîtrise plus généralisée via les modèles BIM qui sont enrichis de données très pertinentes en lien avec le projet. Parce qu'il faut savoir qu'une des réussites aussi, c'est que là, dans le cas du projet Ampéris, la finalité était clairement, on la connaissait dès le démarrage du premier trait d'esquisse, on savait qu'il fallait mettre en place une démarche BIM qui allait finir vers une exploitation digitalisée du patrimoine de la semelle route des lasers. Donc toutes les données, toute la structuration de la maquette du projet, qui est bien sûr une fédération de toutes les disciplines métiers, était déjà orientée. Donc on avait, d'une manière plus simplifiée, plus qu'à suivre ce fil rouge conducteur, avec effectivement, voilà, il y a eu plusieurs chemins parallèles qui sont arrivés, mais on avait vraiment un fil rouge à suivre, et donc à partir du moment où on s'y tient, ça c'est bon. Il faut quand même savoir que même si, dès le démarrage, la finalité est définie, ça évolue. C'est-à-dire que les besoins ne changent pas, en revanche, ils évoluent. Pourquoi ? Parce que le temps passe, en 3 ans de projet, tout évolue, les hommes évoluent, les outils évoluent, et donc on optimise. Mais ça évolue vraiment c'est pas péjoratif, ça évolue dans un sentiment d'optimisation. Cette finalité vers un DOE BIM, vers une exploitation BIM des bâtiments, aussi, elle est conditionnée par vraiment la livraison d'un DOE BIM fiabilisé. J'insiste sur le terme fiabilisé parce que c'est vraiment la condition pour réussir une bonne exploitation maintenance sur une démarche BIM SIM. Il faut avoir confiance à cet avatar numérique qui va être rendu au client. S'il n'y a pas confiance en ce fichier 3D, on a tous perdu notre temps en fait. Ouais. Donc on met en place des processus pendant tout le cycle de la construction et de la conception avant, pour fiabiliser cette maquette et ce livrable. Un grand changement qui peut être aussi déroutant quand on passe en démarche BIM, c'est le principe de la rigueur. En démarche classique, on applique une rigueur au final au fil de l'eau pendant tout le cycle de conception et de construction. En démarche BIM, c'est légèrement différent. Il y a la même rigueur, cependant, il y a un transfert du travail en amont de la conception. Donc on doit mettre plus de rigueur dès le démarrage du projet. C'est un principe pas très très français, mais plus anglo-saxon. Et personnellement, j'aime beaucoup parce que c'est bien plus productif. En démarche BIM classique, en démarche 2D classique, on va faire une conception, on va dire c'est en exécution qu'ils vont se débrouiller. Le problème qu'il y a, c'est que des mises à jour, des modifications, adaptations sur site en chantier, ça coûte très cher. C'est compliqué, parfois même impossible. C'est plus facile de faire un trou sur une maquette 3D, ça coûte pas cher, voire rien du tout, un petit peu de temps, ou même de changer tout un système de conception, ou même d'imaginer plusieurs scénarios pour trouver le meilleur. Alors, on n'arrive pas tout le temps à trouver la meilleure chose entre la conception et l'exé. Il existe encore ce petit fossé. Cependant, le but, dans les années à venir, et ce que j'espère aussi personnellement, c'est de lisser que le fossé n'existe plus. Donc, cette rigueur à avoir, elle est déroutante. C'est du temps en amont, mais pour en gagner par la suite. C'est vraiment le principe d'investissement dont parlait Isabelle aussi. On met du temps au début pour en gagner après à la fin. D'accord. Émilie, rapidement, vous voulez compléter avant qu'on passe au point de vue de la maîtrise d'ouvrage ? Oui, tout à fait. Je vais compléter ce que dit Jérôme. Donc, en effet, le process BIM, quand il est maîtrisé en interne, il permet d'avoir des gains de production qui est directement lié aux outils et aux logiciels. Mais il y a aussi un gain humainement, en fait. Quand on a moins de tâches répétitives, moins de tâches chronophages, on est plus attentif pour anticiper les erreurs. Et au final, on travaille dans une bien meilleure humeur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette méthode, ce cadre de travail, quand il est bien maîtrisé, au final, ça permet de maintenir les équipes de production. Car quand on a découvert cette méthode de travail, on revient difficilement en arrière. D'accord. Alors maintenant, passons au point de vue de la maîtrise d'ouvrage. Damien, est-ce que vous partagez ce
ce retour d'expérience. Ah, mais complètement, complètement. Et puis en tant qu'initiateur, en tant que maître d'ouvrage, effectivement, on était ravis de pouvoir nous aussi rentrer dans le système. Alors typiquement des BCF, des fichiers BCF qu'expliquait donc Émilie, puisque à chaque rendu de la maîtrise d'œuvre, à chaque phase en APD Pro ou DCE, nous nous réunissions en revue de projet avec l'équipe des chefs de projet et le pôle maintenance qui nous apporte justement son expérience du véhicule de notre patrimoine pour pouvoir commenter en temps réel la maquette. Là aussi, on s'est structuré pour essayer d'être assez cohérent dans la réponse et dans l'échange qu'on allait avoir avec la maîtrise d'œuvre pour pouvoir produire un seul fichier BCF pour un bâtiment sur tous les corps d'État. Comme ça, la maîtrise d'œuvre pouvait par la suite le partager avec les co-traitants et faire en sorte que d'une part, nous avions la vision globale du bâtiment, sachant qu'on parle de 4 bâtiments pour les premiers APD rendus, et de fait, la maîtrise d'œuvre pouvait en tirer les conséquences sur chaque autre bâtiment qui pouvait lui correspondre. Typiquement, on n'est pas rentré dans le détail des bâtiments, mais on en a 2 qui se réhabilitent, qui sont quasiment identiques. Donc ça permettait d'avoir les remarques similaires. Le fameux B0 et K2 qui sont de part et d'autre du bâtiment central, qui eux admettent la même structuration. Donc de notre côté, effectivement, on s'est structuré assez facilement. Ça nous a permis de nous coordonner et de faire des réponses sur les éléments produits. En général, les remarques, je veux dire, de la maîtrise d'ouvrage concernaient principalement des clashs entre ouvrages mineurs, puisque la maîtrise d'œuvre a déjà fait son boulot au préalable, d'essayer d'en éliminer le plus possible. Mais comme disait Jérôme, c'est sur une maquette qu'on voit énormément de détails pour lequel on pourrait se dire mais est-ce qu'il vaut mieux pas passer du temps maintenant sur ce petit détail-là à passer en revue, à montrer la remarque et à la supprimer pour que l'étape d'après puisse être clean, plutôt que de se dire on se le fait en phase pro, on se le fait en phase exé. Tout est très visible sur une maquette numérique. Et donc les clashs, on avait une petite part de remarques, mais ce qui était aussi important pour nous, c'était justement de pouvoir adapter certains points du programme qui finalement deviennent d'autant plus visibles qu'on se retrouve en 3 dimensions, dont on peut apprécier les volumes de certains espaces. Sur des plans 2D, les hauteurs, on ne les voit pas. Donc clairement, sur une maquette numérique, on peut se rendre compte qu'on a peut-être fait une erreur de dimensionnement sur telle ou telle salle de réunion, telle ou telle salle de conférence, en disant qu'on va peut-être rajouter par ici une véranda, on va peut-être rajouter par ici quelques espaces pour les locaux techniques. Donc ça nous a permis aussi de rentrer bien plus en amont dans le projet. Et puis, je crois qu'il y a une personne qui vous appelle. Et puis de fait, sur les détails architecturaux et techniques, ça nous a permis par exemple de relever quelques défauts d'ombrage sur les panneaux solaires. On a une grande tendance à appliquer des panneaux photovoltaïques sur la quasi-totalité de nos bâtiments. C'est d'autant plus visible sur les maquettes de voir exactement quels peuvent être les effets négatifs des ouvrages à proximité, surtout en intégrant la végétation. Donc c'est d'une part assez formidable, je vais dire, cet outil qu'est le BCF. Malgré tout, on est quand même assez pragmatique. Quand on a des pièces écrites, des notices techniques ou des CCTP, on en revient comme tout le monde à faire nos remarques sur les PDF et sur des tableaux Excel. Hein. Voilà, donc le BCF ne fait pas tout, ça marche très bien sur la maquette. Nos remarques, elles, sont constituées d'un ensemble. C'est un mix. On n'abandonne pas le reste très classique qui est le support des dossiers de consultation actuels. Donc c'est effectivement un point important en phase de consultation et même en phase d'échange avec les entreprises où on a eu par exemple des propositions de variantes émises par les entreprises qui étaient aussi plus facilement appréhendables avec la maquette, parce que ça nous permettait typiquement de nous rendre compte véritablement quels étaient les impacts liés au projet. Et je pense particulièrement à des variantes liées sur les centrales de traitement d'air, pour lesquelles les dimensionnements ne sont jamais réellement appréciés à l'époque des phases de conception. Et c'est au moment où les entreprises nous proposent des équipements variantés qu'on peut aussi rapidement avoir un avis sur l'encombrement des équipements et sur l'encombrement des réseaux. D'où l'efficacité aussi accrue sur les prises de décision.
Ouais, un véritable outil d'aide à la décision. Vous avez évoqué le terme clash. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Peut-être, Émilie, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Alors les clashs, en fait, ce sont toutes les interférences, tous les problèmes que généralement dans un projet classique on découvre beaucoup trop tard, c'est-à-dire sur le chantier. Donc nous, pour anticiper tout ça, on a des outils qui nous permettent de faire une détection automatisée à l'aide de jeux de règles très fins. Donc c'est-à-dire qu'on va superposer les maquettes et on va pouvoir directement se rendre compte d'un poteau, d'une gaine qui passe pas au bon endroit. Par exemple, sur le projet Ampéris, de la phase APD à la phase Pro-DCE, on a découvert à peu près 3000 clashs qui ont été résolus avant le démarrage des travaux. D'accord. Mohamed, vous voulez compléter peut-être? Ces clashs, au fait, les 3000, c'est assez énorme, mais c'est bien anticipé avant d'attaquer l'exécution. Le travail qui a été fait ici, au fait, vous avez des aperçus d'énormément de clashs. La maquette, elle permet d'avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension, une très bonne synthèse de l'ensemble des maquettes de tous les lots pendant la conception. Donc avant de lancer la consultation, on est déjà prêt, notre projet est déjà bien avancé, il y a moins de choses à travailler. Si je vous donne des exemples de clash, pour certains qui n'arrivent pas à imaginer, pour illustrer les propos d'Émilie, par rapport aux règles des clashs, au fait, c'est un script, un algorithme informatique qui est lancé avec des règles bien définies, et hop, c'est lancé, la machine trouve justement toutes les erreurs. Et après, l'humain est là pour juger de la pertinence et également de trouver la solution. Pendant les réunions de conception, la maîtrise d'œuvre s'est occupée de filtrer une bonne partie des clashs. Comme Damien a bien insisté, nous, ce qu'on a fait, c'était plutôt mineur par rapport à la détection des clashs en elle-même, mais plus par rapport à des idées de conception qui évoluent. On se rend compte qu'il y a des choses qui marchent mieux, d'autres moins bien. Et du coup, on prend des décisions sur le moment en se basant sur la maquette numérique. Jérôme, tout à l'heure, elle avait évoqué un sujet très important. Il a évoqué le sujet de la data. Les maquettes numériques, ce n'est pas que de la 3D et de la détection de clash, c'est aussi une base de données qui vit. Là, vous avez par exemple une extraction d'une seule maquette, d'un seul lot avec tous les renseignements qu'on aimerait retrouver, qu'on aimerait utiliser par rapport à un projet. Ça aide à faire des simulations d'ingénierie, des calculs plus rapides en évitant la ressaisie, etc. L'un de nos cas d'usage en maîtrise d'ouvrage, c'est justement d'avoir une maquette bien enrichie, bien définie, bien renseignée, qu'on pourra utiliser nous pour la gestion exploitation maintenance, mais pas que les entreprises également pourront utiliser pendant le DCE, le document de consultation d'entreprise, pour faire leur chiffrage et leurs propositions, en options ou en variantes. Dans notre démarche, au fait, on avait anticipé un peu tout ça en mettant à jour le cahier des charges pour la phase exécution. Les besoins, ils ont peu évolué sur les 2 ans de conception par rapport à notre gestion exploitation maintenance parce que le projet était beaucoup plus mûr. Et pour intégrer les entreprises, on a essayé de leur donner envie. On a mis un critère BIM aussi important pour les entreprises que pour la maîtrise d'œuvre pendant la consultation. Et on a mis ce tableau qui va désigner les entreprises et les lots concernés par la démarche BIM. Comme vous pouvez voir, la première colonne, ils sont tous conviés et invités et même un peu obligés à participer à cette démarche collaborative, c'est d'échanger et de communiquer. Puis, on a laissé le choix pour des lots, on sait que c'est compliqué pour eux d'intégrer le BIM dans leur process métier. On leur a dit, vous pouvez faire une maquette numérique facultative. C'est la 3e colonne. La 2e, c'est les gros lots qui ont l'habitude de faire du BIM et du coup, on leur exigeait obligatoirement de produire une maquette. On a aussi essayé de trouver des solutions pour les entreprises peu avancées sur le sujet. Ceux qui ne pourront pas produire une maquette numérique, ils peuvent quand même participer à la démarche et participer à notre DO numérique et le DUM, dossier étude à l'exploitation maintenance, en renseignant des simples tableaux Excel en lien avec la maquette que la maîtrise d'œuvre pourra contrôler et intégrer à la fin, non, pas à la fin, pendant toute la durée du chantier. Parce qu'on change de l'ancienne méthode où on fait le DO à la fin, on le fait au fur et à mesure. À notre plus grande surprise, entre le DCE que vous voyez ici et les oraux avec les entreprises en négociation, tous ceux qui étaient facultatifs, qui avaient le choix de faire une maquette ou pas, ils ont signé « oui, on va faire une maquette ». Donc très belle surprise. Mais ça ne s'est pas fini ici, c'est encore mieux parce que pendant la phase d'exécution, on gagne 2 lots. Hop. Comme vous pouvez voir ici, l'étanchéité et la serrurerie
qui ne savaient même pas qu'ils faisaient de maquettes, leurs dessinateurs faisaient déjà des maquettes. Et Jérôme, en communiquant avec eux, en les motivant, il a réussi à les ramener dans notre camp pour qu'ils participent avec nous, et ils ont produit des maquettes qui servent aujourd'hui à la synthèse. D'accord. Donc vous avez bien préparé le terrain pour les entreprises qui interviennent en phase d'exécution, mais est-ce que la démarche fonctionne aussi bien finalement pendant cette phase d'exécution que pendant la conception? Ça commence bien, c'est bien parti. Ouais. J'ai envie de vous dire, la préparation a porté ses fruits, mais ce n'est pas encore fini. Il y a tout le travail à faire. Bref, on a déjà facilité le travail pour les entreprises en leur fournissant une très bonne maquette de conception. Cependant, la loi MOP, dans les marchés publics, elle nous met dans une logique bien définie, une logique projet. Puis, une fois on a fini la conception, on a lancé le DCE. Dès qu'on a signé le marché en phase d'exécution, commencent les études d'exé. Du coup, chaque entreprise va prendre en considération sa propre maquette et va la produire à fond et la travailler. Les options techniques vont changer en fonction des choix qui étaient faits pendant la consultation. Donc le travail n'est pas fini. Cependant, on part sur une bonne base bien propre où ça nous évitera de faire des erreurs, ça nous permettra d'avoir une meilleure qualité. Cependant, la rigueur dont parlait Jérôme tout à l'heure en conception, elle continue en exécution, voire plus, parce qu'on passe de 30 à 100 participants, collaborateurs, partenaires sur la plateforme numérique Croquis. Il faut trouver des solutions, il faut de la rigueur, il faut manager tout ça. Et on passe de 21 maquettes en phase d'exécution à plus de 34 maquettes en exécution. Et toutes ces maquettes, il faut les coordonner. Et on parle de 3 bâtiments en exé. Pas 4, pas plus, juste 3 bâtiments, avec une installation aussi. Ce qui change par rapport à ce projet, c'est le niveau de détail par rapport à la conception technique. On est parti à intégrer une maquette de géothermie avec 2 forages. Donc, introduire la maquette géothermie, c'est très très nouveau, mais ça nous a permis de faire la synthèse entre les réseaux CVC plomberie, enterré, la VRD et la géothermie. Et ça nous a permis d'éviter plein de problèmes en démarrage de chantier, par exemple. D'accord. Justement, en termes de chantier, comment est-ce que ça se passe finalement une réunion de chantier quand on est dans une approche BIM? Le travail de maquette, il ne s'arrête pas, il continue. Donc, à chaque réunion de chantier, les maquettes sont projetées. Donc, au départ, ce sont toujours les maquettes de la maîtrise d'œuvre qui, petit à petit, vont être remplacées par les maquettes des entreprises. Donc, ces maquettes, elles sont projetées, elles sont au cœur des réunions de chantier, mais aussi au cœur des réunions de synthèse. Elles nous permettent de continuer ce travail de détection de clash, mais ça nous permet aussi de travailler les détails. Donc, on va pouvoir travailler finement, par exemple, le détail d'accroche d'un garde-corps sur un escalier. Ça nous permet aussi d'anticiper toutes les réservations, car ce sont sur les maquettes que les entreprises vont faire des demandes à d'autres entreprises pour pouvoir préparer des réservations, par exemple, pour des descentes d'eau pluviale. Donc toutes les entreprises sur ce projet en tout cas travaillent en BIM. Pour la plupart, la 3D c'est aussi leur méthode de travail. C'est-à-dire qu'elles ont déjà l'habitude, elles font des maquettes et sortent des plans issus de ces maquettes. Et souvent ces entreprises sont même déjà autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent recevoir ces fameux fichiers BCF et réagir directement et adapter leurs maquettes. Certaines sont aussi autonomes parce qu'elles peuvent remarquer que les maquettes des autres entreprises ont évolué et directement anticiper ces changements. Là où on peut remarquer la difficulté, ça va être quand on a des niveaux de maturité BIM qui sont différents. Parce que par exemple, on pourrait avoir une maquette de charpente qui est parfaitement modélisée et prête à être lancée en fabrication. Tant qu'au final, toutes les autres entreprises ne sont pas arrivées au même niveau de détail, on ne peut pas valider, on ne peut pas lancer en fabrication. Donc en fait, ça demande, comme dans un projet de conception BIM, que tout le travail soit fait dès le départ. Donc ça veut dire qu'on demande à toutes les entreprises, dès le début, de travailler en BIM et pour que tout le monde puisse avancer. Donc c'est ce qu'on appelle l'ingénierie concourante et plus l'ingénierie séquentielle. Là où on peut aussi avoir des difficultés, ce sont les entreprises qui travaillent encore en 2D et qui modélisent une maquette dans un second temps. Ça veut dire qu'elles vont attendre que leur plan soit validé avant de modéliser. Et là, au final, on se retrouve avec les mêmes problématiques que dans un projet classique, c'est-à-dire qu'on va valider des plans alors qu'on va se rendre compte des potentielles erreurs une fois que la 3D sera montée ou une fois que le chantier sera en cours et qu'on va démarrer ses travaux. D'accord, d'où l'importance de la montée en compétences. Oui. Je voudrais rebondir sur les dires d'Émilie, sur ces deux mondes qui coexistent, 2D et 3D.
et surtout en phase chantier, c'est un réel problème. C'est très problématique, on le connaît tous. C'est un problème. Mais il y a aussi un autre caractère hétérogène aussi qui peut poser souci, c'est même si toutes les entreprises travaillent, imaginez un projet où toutes les entreprises travaillent en 3D, même toutes ont une expérience en démarche BIM, en collaboration BIM, il y a vraiment quelque chose qui aujourd'hui mériterait aussi d'évoluer. C'est qu'une entreprise très performante, ou bureau d'études, hein, très performante en modélisation de 3D, en processus BIM, va parfois, et même trop souvent, manquer d'empathie envers d'autres entreprises, d'autres bureaux d'études qui commencent à s'y mettre, qui commencent à évoluer, qui sont très volontaires. Et malheureusement, ce manque d'empathie, donc du coup, fait qu'une entreprise peut demander donc, le même niveau d'exigence et on commence du coup à se frotter à un problème de facteur humain et non plus logiciel en fait ou d'outils. Et ça c'est une vraie difficulté en revanche qu'il faut vraiment avoir en tête, que tout le monde ait en tête. C'est pas insurmontable, c'est très humain au final. Il y a le BIM, faudrait, comme je le dis souvent, il faudrait faire du BIM humain avant de faire du BIM collaboratif avec des outils et des solutions logicielles très performantes. Et quotidiennement, donc, nous travaillons à accompagner ces échanges avec toutes les entreprises et bureaux d'études pour fluidifier. Il y a vraiment une vraie notion d'accompagnement, mais d'apprentissage aussi, pour fluidifier tous ces échanges. Et c'est vrai qu'on gagnerait beaucoup à ce que une personne extrêmement compétente puisse donner au lieu d'exiger en fin de compte. Et donc ça, c'est un vrai facteur humain auquel on est confrontés tous. Et je pense je voulais quand même passer ce message parce que c'est un vrai sujet dont on vit tous les jours. Damien, comment est-ce que l'intégration de ces méthodes et ces outils se passe vraiment sur le terrain ? Alors, sur le terrain, il est clair qu'on invite et on associe toutes les entreprises à utiliser des outils numériques pour qu'elles puissent garantir au mieux ou s'approcher de la qualité d'exécution des travaux. Clairement, nous avons partagé avec elles les outils, qu'ils soient sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone, qui sont gratuits et qui tendent malheureusement à devenir de plus en plus payants. Et par exemple, on voit là sur l'écran l'entreprise SPI Industrie Terrière qui a l'eau électricité, qui a expérimenté toutes les possibilités qu'offre le BIM sur un essai de réalité augmentée sur le terrain. Donc on voit in situ où passeront donc les réseaux dans le bâtiment qui existe aujourd'hui, ce qui nous donne déjà un bon aperçu de la potentialité. D'accord. Mohamed ? Et il y a deux sujets. Il y a les entreprises qui sont motivées pour faire l'effort et monter en compétences. On a un réel exemple devant nous, où l'un des premiers projets, c'était Serma. On a travaillé ensemble et là, j'ai remarqué une vraie montée en compétences de l'entreprise. Mais ça vient d'une motivation qui est là. Et après, il y a les entreprises qui résistent. Mais en insistant, en signant un marché, elles sont plus ou moins obligées à un moment ou à un autre de faire l'effort et de monter en compétences également. L'aspect humain est très très important dans le BIM parce que en fait, ce sont des hommes, et quand je dis l'homme, c'est l'homme avec grand H, qui réalise ces maquettes et qui suit la démarche collaborative. Ce n'est pas seulement une question d'outils ou de moyens. Ici, pour le projet Ampéris, on a exigé à chaque entreprise, par exemple, de faire déplacer son modeler, de lui demander de se déplacer sur le chantier pour qu'il soit connecté avec le chantier, mais réellement, sans technologie, mais vraiment, qu'il suit le chantier, qu'il voit comment ça se passe. Comme ça, sa modélisation, elle va être fidèle à la construction. Et après, il va s'appuyer sur des outils, comme on voit ici pour la réalité augmentée, soit pour faire ses travaux, soit pour contrôler ses travaux par rapport à la conception. Donc c'est un sujet qui est très important pour nous, pour les entreprises aussi, parce que chaque entreprise est garante de sa maquette, et c'est des questions de responsabilité derrière. Et pour nous, une question d'efficacité pour la gestion, exploitation, maintenance. On a besoin de maquettes numériques telles que construites pour insérer et commencer la démarche du jumeau numérique. Donc on insiste sur ce point-là. De plus, le renseignement de la donnée, on a mis des outils en place, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre,
Les entreprises prennent leurs propres outils parfois. Ça c'est très très bien. Ça veut dire qu'elles ont envie de développer encore plus de compétences sur le sujet et ça nous envoie ravis. Pour vous illustrer, on a un petit film et j'aimerais justement remercier l'ensemble des collaborateurs et des partenaires qui ont travaillé sur le projet. Ici, vous avez un petit aperçu. Je pense que Alexandre, tu as entendu parler du prix. Oui, bien sûr. Dis-nous un petit mot de ce trophée qui a été décerné à Ampéris. Donc, le projet Ampéris était lauréat de sa catégorie au BIM d'or l'année dernière. Et ce travail, au fait, c'est le fruit d'un travail collaboratif. Donc je tiens à remercier l'ensemble des partenaires, l'équipe de la maîtrise d'œuvre, ainsi que les entreprises qui continuent dans cette démarche. Et je vous laisse découvrir une petite vidéo qui synthétise un peu ce projet, ce qui est fait dessus et ce qui va être fait dessus également. Sans oublier que le BIM, c'est surtout l'humain. Et c'est grâce à ces gens-là que le projet fonctionne. Non, il n'y a pas de musique. C'est juste pour créer un silence, pour voir à quel point vous êtes studieux. Très bien. Ça fonctionne bien, bravo. Je ne suis pas le meilleur chanteur ici. Je vais commenter la vidéo, tant qu'on y est. En fait, ce qui est très sympa ici, c'est que, à part la démarche SIM, il y a vraiment une vraie collaboration. Il y a eu des besoins qui étaient anticipés. Déjà, la maquette numérique SIM, elle fait 11 hectares. Elle était modélisée dès la phase, après la démolition par Geosat, qui nous ont fourni un modèle de 11 hectares. Donc une maquette site avec 3 bâtiments existants. L'un des bâtiments a servi pour le bâtiment Cerma. Les deux autres, c'est B0 et K2. Donc ça a servi à une bonne base de données d'entrée à la maîtrise d'œuvre pour nous proposer un beau projet. Sur cela, il y a eu aussi une volonté de la direction, ça on en parle peu, mais je trouve l'anecdote très intéressante, sur l'envie de préserver la nature et les arbres sur le parc immobilier. Et pour l'anecdote, au fait, il y a eu une conception architecturale qui a été changée parce qu'il fallait couper un arbre remarquable. Et vu qu'on avait l'arbre remarquable modélisé sur la maquette site exactement à sa position, du coup on a déplacé la coursive. Voilà, c'est vraiment, le BIM il peut servir à énormément de choses, comme démarche, comme collaboration, comme la maquette, à plusieurs cas d'usage. C'est un vrai outil d'aide à la décision. Super. Et merci. Je voudrais juste rajouter un petit peu, comme vous avez pu le voir sur ce montage vidéo, l'ensemble des maquettes, je ne parle pas du BIM, je parle vraiment de l'ensemble des maquettes qui ont constitué la maquette BIM du projet, a également donc du coup aussi servi à toute la communication visuelle, à l'infographie. Il n'y a pas de ressaisie sur les images. Alors oui, il y a du post-traitement, il y a du travail derrière pour structurer les éléments. En revanche, il n'y a pas une modélisation externe pour remodéliser un bâtiment. Les mises à jour qu'on voit sur les maquettes sont dans les films, sont dans les visuels. Il y a vraiment un vrai lien dynamique, une continuité de l'information et de la saisie de la modélisation. C'est un vrai point important parce qu'on gagne du temps, on investit des méthodologies initialement pour faire en sorte que cela fonctionne. En revanche, on est gagnant-gagnant sur le sujet par contre. Voilà, donc comme on a pu le voir avec les montages entre la technique et les rendus photoréalistes. Voilà. Très bien, merci à tous les quatre pour ces explications et ces éclairages. Ça va être le moment des... C'est vrai, il faut les applaudir. On va pouvoir passer à vos questions. On va essayer... Je vais prendre ton micro s'il te plaît. Écoutez, c'est à vous de jouer. Alors, bon, vous ne me facilitez pas la vie. Tous. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Philippe Casier, donc directeur du patrimoine de l'hôpital de Pau. Alors moi j'ai deux questions. La première, est-ce que ça vous a facilité, alors je ne sais pas si vous êtes concerné, mais nous dans l'hôpital c'est un vrai sujet, par la visite des locaux par les futurs utilisateurs pour éviter qu'ils ne modifient le projet en cours de route. Parce que ça c'est le grand classique.
Et la deuxième question, vous avez parlé effectivement de faciliter le choix de variantes, notamment CVC, etc. Et moi, je me pose une question, et là, c'est une vraie problématique dans un hôpital, surtout avec le réchauffement climatique, c'est qu'effectivement, quid des simulations thermodynamiques? Et est-ce qu'effectivement, ça a permis de fiabiliser le comportement thermique et le confort d'usage final du bâtiment? Qui souhaite répondre? Ouais. Je vais vous répondre sur la première partie de votre question par rapport aux modifications, parce qu'effectivement, nous avons plusieurs cas de figure sur les modifications de programme, sur des bâtiments pour lesquels nous pouvons être directement les usagers, et sur des bâtiments preneurs pour lesquels nous avons des industriels, des entreprises pour qui on réalise les locaux. Donc c'est plus ce cas de figure-là qui vous intéresse et qui se rapproche plus de votre cas, où effectivement les suivis de chantier et au préalable les suivis de conception se font en présence du futur occupant des locaux. Donc bien évidemment, toutes les modifications qui peuvent intervenir, nous ce qu'on met en avant et ce qui est un avantage avec la maquette numérique, c'est justement de pouvoir anticiper tous les impacts liés à d'éventuelles modifications. Maintenant, c'est pas juste la transformation d'une porte en châssis fixe qui va de suite nous emmener sur la maquette et pour voir la modification. Il faut peut-être un minimum de conséquences de modification pour nous permettre de mettre en avant les avantages de la maquette. Et effectivement, ça se traite de toute façon en fonction, je veux dire, d'un côté du contrat qu'on peut avoir avec le preneur, de la façon dont les modifications peuvent être intégrées et de l'avancement du chantier. Si c'est dans un avancement trop proche de la réception, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Mais comme n'importe quel autre chantier, là, le BIM ne va pas nous permettre d'améliorer la situation. Ça reste un aléa qu'on peut un peu mieux appréhender avec des simulations. Et pour la question de la STD, je pense que voilà, la maîtrise d'œuvre pourra y répondre mieux que moi. Alors pour la sédication, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le BIM pour un centre hospitalier, c'est extrêmement pertinent pour avoir la chance de travailler dans ce milieu-là. Tout à l'heure, vous parliez d'immersion pour les futurs usagers. Alors, dans un hôpital, c'est très pratique aussi de pouvoir, en termes d'aide à la décision, moi j'ai eu la chance de pouvoir mettre des casques sur la tête à des chirurgiens qui ont validé les protos virtuels en fin de compte des salles d'opération où avant qu'il y ait les prises murales à certains endroits, les équipements étaient déplacés. Et là, c'est ultra pertinent parce que on sent les équipes en fin de compte internes de l'hôpital qui sont emballées par la solution. Les équipes de conception qui sont d'autant plus parce qu'elles vont encore plus maîtriser la conception, et les futures entreprises qui, elles, ne vont pas casser la chose une fois que le chirurgien va dire non, ça ne marche pas et on refait parce qu'on est obligé de refaire. De même pour la signalisation. Dans un hôpital, la signalisation, c'est extrêmement important et c'est un cas d'usage BIM qui est puissant en fait parce qu'on peut simuler, on peut imaginer les scénarios et vraiment après se mettre en conditions réelles aussi. Donc, on conçoit virtuellement à toute échelle au final. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, le côté STD et études thermiques, oui, dans le cadre aussi du projet Ampéris et dans beaucoup de projets, on essaie de le faire aussi. L'ensemble des simulations STD, en fin de compte, a été issu des modèles numériques. Quand il y a des mises à jour, alors ça, c'est pas un monde tout rose, faut pas le croire en fin de compte. C'est un vrai sujet. Je peux vous dire que tout marche très très bien. En revanche, en jouant un petit peu le MacGyver pour qui se parle, donc il faut être assez bricoleur. Par contre, il y a beaucoup moins d'heures saisies, on fiabilise vraiment les résultats et la grosse puissance à mon sens aussi, c'est le principe d'avoir des variables. Donc on fait des scénarios, on simule et on aboutit après à... On a une première maquette à un instant T, on fait plusieurs scénarios, on valide les scénarios, on met à jour la maquette, on repasse à la moulinette. Et une fois qu'on a ça, on arrive à quelque chose qui est dans un monde parfait, parfait. Et ensuite, après, ça passe en exécution. Donc oui, là, ça a été clairement utilisé et les logiciels gagnent de plus en plus en maturité. On se confronte aux problèmes d'interopérabilité. Aujourd'hui,
on fait en sorte quand même de ne pas imposer de solution logicielle à un partenaire. Pourquoi? Parce que s'il est performant sur une solution logicielle, le but c'est que tout le monde puisse s'adapter, parce que sinon c'est une perte d'énergie et une perte de temps et d'argent. Donc aujourd'hui, voilà, on est quotidiennement en lien pour tester les logiciels, pour tester les interactions entre eux. On est en lien avec les éditeurs logiciels pour faire évoluer ces solutions-là. Et donc c'est tout un écosystème qui grandit et, voilà, et qui, j'espère, aboutira à quelque chose qui fonctionnera en tournant une clé juste pour démarrer. Ouais. Je me permets de rajouter juste une petite remarque, un petit point. En votre qualité de maîtrise d'ouvrage, comme CHU, vous avez l'obligation aussi d'imposer votre cas d'usage et bien le définir si vous voulez que ça marche. Si vous attendez que les BET prennent les devants, prennent l'initiative de le faire, en fait, vous faites confiance sans être sûr qu'ils vont le faire via un processus BIM ou pas. Donc en fait, c'est votre rôle de donneur d'ordre de bien définir ce que vous voulez pour l'obtenir. Merci. Une autre question? Désolé, juste le temps de faire passer le micro. Merci. Bonjour, Juliette Léard, direction des bâtiments Bordeaux Métropole. Déjà un grand merci pour ce retour d'expérience et félicitations. J'ai 2 questions pour la maîtrise d'ouvrage. C'est le rôle du BIM manager. Vous l'avez placé au sein de la maîtrise d'œuvre. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer vos motivations, pourquoi ce choix? Et quels sont les bénéfices que vous en avez tirés? Et une deuxième question, c'est par rapport à la gestion, exploitation, maintenance. La gestion digitale de vos bâtiments, en fait, inclut la maquette numérique est un préalable, mais elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais non suffisante. Qu'en est-il de la GTB, donc la gestion dynamique, et votre GMAO ou les autres outils que vous avez mis en place? Merci. Merci pour ces questions. La deuxième est anticipée dans la deuxième partie. J'en ai rêvé cette nuit, je l'ai préparé tôt ce matin. Sinon, pour la première question, le choix d'avoir le BIM manager à l'intérieur de la maîtrise d'œuvre, en fait, dans notre consultation, on voulait avoir un groupement. Pourquoi? Parce que le BIM, c'est collaboratif. Le BIM, c'est un groupe de personnes qui vont travailler ensemble. Nous, comme en notre qualité de maîtrise d'ouvrage, on voulait interagir avec un seul interlocuteur et avoir une centralisation des échanges et des informations. Donc le mandataire du groupement, il avait ce rôle-là, de coordination de l'ensemble des équipes de la maîtrise d'œuvre, d'être garant du bon fonctionnement de la démarche BIM. Et justement, le BIM manager de ce groupement, il a très bien joué ce rôle, il a bien drivé toute l'équipe, il en a fait monter certaines compétences. Et ça, si c'était quelqu'un d'externe au groupement, je ne pense pas que ça aurait marché autant. Parce qu'en fait, il est autant concerné. Tu me contredis si c'est pas vrai. Mais je t'ai vu galérer, tirer dans tous les sens au départ de l'opération. On a fait pas mal de réunions pour améliorer, optimiser les processus BIM au maximum, pour que tout le monde puisse participer à la démarche, monter en compétences. Et le fait que le BIM manager fait partie du groupement de la maîtrise d'œuvre, ça a beaucoup attribué à cette réussite, si je peux l'appeler comme ça. Super, merci. Donc on a compris que la deuxième question, on en parlera dans la deuxième partie de la matinée. Si tu le permets. Une autre question peut-être? Ouais, là-bas. Ah ouais, n'hésitez pas à vous lever qu'on vous voit. Voilà, super. Bonjour, Monsieur Minard, Matin Généry. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu plus le BIM sur le chantier parce qu'on l'a bien vu en fait sur toutes les équipes de maîtrise d'œuvre se développer, mais moi je le vois en ce moment sur les chantiers. Le BIM arrive aussi sur le chantier, c'est-à-dire que les compagnons utilisent vraiment cet outil. Je crois que vous avez montré à un moment une capture d'écran de Dalux et ça en fait je trouve que c'est aussi une vraie avancée du BIM sur chantier. Voilà. Merci. Je pense qu'on va prendre une petite pause juste après Jérôme pour passer au deuxième. Vas-y. Alors, ouais, répondez, on prend la pause après? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Juste après Jérôme. Alors effectivement, en chantier, c'est encore un autre univers, c'est encore des nouveautés encore à apporter et encore plus d'énergie à fournir parce qu'il y a plus d'interlocuteurs. Oui, vous avez vu Dalux. Dalux, c'est une solution parmi tant d'autres
qu'on a mis en place sur le chantier, qui était même mis dans le règlement, peut-être pas dans l'RC, mais en tout cas était dans les documents BIM du dossier de consultation. Parce que avec les maîtrises d'ouvrage, nous avions imaginé ce suivi de chantier au travers de la maquette numérique. Le but, c'est de faire poursuivre cette maquette numérique sur l'ensemble des cas d'usage qu'il y a en chantier. Alors, il n'y a pas eu de BIM 4D, par exemple, sur cette opération, parce qu'il n'y avait pas forcément nécessité. En revanche, oui, il y a le suivi chantier. Je ne parle pas des OPR, je parle du suivi chantier. Le suivi chantier est fait effectivement au travers de la maquette numérique. La réalité augmentée est une des composantes à utiliser ou non, en fin de compte. Aujourd'hui, c'est fonctionnel avec ses défauts, parce qu'en fonction du périphérique utilisé aussi, ça peut être problématique. En revanche, le fait d'avoir accès aux maquettes numériques pour les compagnons, pour les chefs de projet, pour les conducteurs de travaux, pour les architectes, pour l'OPC, toutes les parties qui interviennent sur le chantier pour le construire et pour le suivre, ils ont accès à la maquette numérique à jour, au plan à jour, et qui plus est, un gestionnaire de remarques qui est centralisé et il y a une vraie traçabilité en fait. Donc une fois de plus, on arrête avec tous ces mails où on n'en peut tous plus. Et par des solutions, alors ça, c'est pas une solution gratuite en revanche, il y a d'autres solutions gratuites, pas du même type, qui ont été mises en place sur le chantier. Mais sur le chantier, oui, il y a de tout en fin de compte. On est encore confronté au facteur humain où avant qu'une personne ou qu'une entreprise utilise une telle ou telle solution ou change sa méthode de travail ou plutôt évolue en ce sens, il faut d'abord montrer c'est bien, tu vas gagner ça. Donc là, il y a une démarche qui est assez lourde en fait, pour rien cacher, c'est complexe. En revanche, voilà, ça marche pas tout le temps, mais dès que ça marche, l'entreprise elle est gagnante parce qu'elle va faire évoluer ses équipes. Et nous, on prend du temps à faire véhiculer ce message-là auprès des entreprises parce qu'après, il y a un effet de rayonnement. Au final, cette entreprise va elle-même aussi, ou ces entreprises, ou les personnes qui la constituent, qui ont cette sensibilité, va aussi porter ce nouveau message, en fin de compte, à d'autres collègues, à d'autres entreprises. Et petit à petit, c'est vraiment toute cette chaîne qui va briller. Et aujourd'hui, sur l'entreprise, en phase chantier, on a plusieurs solutions. Il y a la solution d'Alux. On a mis en place donc un serveur BCF centralisé, contrairement en phase conception où on était en mode hors ligne, où c'était complètement gratuit. Là, en revanche, le serveur BCF. Pourquoi ? Parce que, je disais, on a vraiment fait preuve de pragmatisme où il n'y avait pas nécessité, il n'y avait pas forcément les compétences pour tous, donc on n'avait pas jeté de l'argent par la fenêtre. En revanche, en exécution, il y avait des demandes vraiment de la signature des marchés. Et donc là, on a mis en place une solution que nous payons tous les mois. En revanche, voilà, il y a tout le monde qui joue le jeu sur la partie synthèse au travers de rapports BCF en ligne. Le suivi chantier est également fait aussi. La plateforme d'échange de données qui est actuellement aussi Croquis fonctionne pour toutes les entreprises. Et sincèrement, ça fonctionne. Je ne vais pas dire c'est le pays des bisounours où tout est rose, tout est beau. En revanche, clairement, ça fonctionne. Voilà. Après, voilà, il y a encore beaucoup d'échanges. Dès qu'on reçoit encore des mails avec un WeTransfer ou des pièces jointes, souvent il y a quelqu'un qui prend et qui vient classer le document sur la GED, mais on reprend quand même le téléphone et on dit à l'expéditeur, s'il te plaît, c'est pas comme ça dans le process. Le but, c'est pas d'embêter l'expéditeur qui a envoyé son WeTransfer. Il a déjà communiqué, il a fait son taf. En revanche, il a freiné la collaboration. Pourquoi ? Parce que s'il me l'envoie à moi et que je ne traite pas l'info, les autres personnes qui en ont besoin, ils n'y ont pas accès. Donc déjà, j'ai du travail supplémentaire, ce que j'aime pas. Et ensuite, le fait de freiner les autres, c'est contre-productif. Donc il y a une démarche nouvelle pour certains, de déposer des éléments d'une manière codifiée aussi à un endroit. Il y a un caractère informatique, effectivement, qu'il ne faut vraiment pas négliger sur une démarche BIM. Il faut une certaine sensibilité, mais il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on peut être accompagné et c'est accessible, en fait. Mais voilà, c'est déroutant pour beaucoup, mais ce n'est pas insurmontable. J'espère avoir répondu, mais... Je vais compléter concrètement sur chantier. En tout cas, les avantages qu'on a à utiliser Dalux, c'est que c'est très accessible. C'est-à-dire que quand on va être sur le chantier, on va pouvoir se localiser directement en plan, être sur site,
voir concrètement l'espace construit et comparer avec la maquette. On ne va pas retourner soit sur la base vie, soit au bureau pour aller ouvrir la maquette et dire au conducteur de chantier « Ah ben voilà, ici, il faut faire comme ça ». Là, au moins, ça nous permet d'être directement sur site. Dalux, ça nous permet aussi de faire de noter toutes les réserves, en fait, car on va être dans les locaux directement et on va pouvoir montrer aux compagnons, ici, il y a un problème, on va pouvoir directement la noter dans la maquette, ça va également être indiqué sur les plans, et ensuite tout ça compilé dans un rapport, ensuite où on pourra faire un compte-rendu. Ce que ça permet aussi, ce suivi par Dalux en 3D sur chantier, c'est aussi de pouvoir identifier s'il y a eu des adaptations, s'il y a eu un décalage, si par exemple une gaine au final sur chantier, il s'avère qu'elle a été un peu déplacée. En fait, ça c'est important parce qu'on va pouvoir le relever et anticiper déjà le DOE. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir déjà annoter et adapter par la suite la maquette. Donc c'est déjà aussi pour préparer un DOE fiable et ensuite la gestion, exploitation, maintenance. Pour finir Dernier mot. très vite sur Dalux, en fin de compte, tout à l'heure on parlait de réalité augmentée, il y a aussi ce cas d'usage de l'ARA est aussi utilisé en fin de compte pour... c'est une des cordes en fin de compte qui nous permet d'aider à la fiabilité en fin de compte d'une maquette telle que construite. On ne va pas dire que ça fonctionne hyper bien, dans le sens où on ne va pas contrôler un équipement à 2 cm. En revanche, si on a un caisson qui est un équipement à 1 ou 2 mètres, en fin de compte, on va très vite voir que la maquette n'est pas bonne et donc de facto, le plan de haut ne sera pas bon. Voilà. Aujourd'hui, on s'en sert, on est à 10-20 cm en fin de compte pour réussir à contrôler. On ne va pas contrôler une réservation à 3 cm près. Par contre, on peut voir si les réservations sont manquantes en revanche aussi. Donc voilà, donc ça, en termes de maquette telle que construite, ça reste aussi un cas d'usage qui évolue. Super. Merci à tous pour ce retour d'expérience très concret. On va prendre quelques minutes de pause avant d'attaquer la deuxième partie de la matinée qui s'intéressera aux phases de gestion, exploitation, maintenance. Donc voilà, quelques minutes de pause et à tout de suite.